Bienvenue dans Azur Politique, votre rendez-vous politique sur BFM Nice Côte d'Azur. Chaque jeudi soir, nous recevons celles et ceux qui font la vie politique de la Côte d'Azur et des Alpes-Maritimes. Émission en partenariat comme chaque semaine avec Nice Matin. J'ai le plaisir d'être aux côtés de Christian Huot, rédacteur en chef groupe Nice Matin. Bonsoir Christian. Bonsoir. Et notre invitée Mylène Agnelli, maire d'Isola et vice-présidente de l'Association nationale des maires de stations de montagne. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. La question d'Azur Politique, station de ski, la saison est-elle en danger? Isola ouvre ses pistes aux premiers skieurs de la saison ce week-end dans un contexte de très forte reprise de l'épidémie. Les petites stations des Alpes-Maritimes pourraient-elles supporter une nouvelle saison gâchée? On vous posera la question. Et puis focus sur une autre difficulté majeure dans les stations: recruter des serveurs, des réceptionnistes, des cuisiniers. Comment faire tourner une station quand le personnel vient à manquer? Enfin, l'avenir d'Isola, la station, changera-t-elle de visage dans les années à venir? Azur Politique, c'est parti. Mylène Agnelli, nous sommes clairement maintenant entrés dans cette 5e vague de l'épidémie de Covid. Et elle coïncide aussi avec le début de la saison dans les stations de sport d'hiver. Est-ce que le pass sanitaire sera demandé dès samedi sur les pistes d'Isola ? Oui, absolument. La règle a été très claire. On avait vraiment demandé à ce que nous puissions avoir une visibilité justement pour pouvoir nous permettre de fonctionner. C'est le cas. Donc, dès que le taux d'incidence passe au-delà des 200 pour 100 000, le pass sanitaire doit être demandé dans les remontées mécaniques. Donc, ce sera le cas à partir de samedi. Alors, la règle, c'est que le pass sanitaire doit s'appliquer en fait quand l'incidence est supérieure à 200. C'est bien ça. C'est-à-dire que Jean Castex, il avait été plutôt rassurant auprès des maires de station en disant il n'y aura pas forcément de pass sanitaire. Mais finalement, on est bien au-dessus de ces 200 et on voit que le pass sanitaire va s'appliquer en fait pour un moment encore. Oui, je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, c'est sûr qu'on démarre la saison avec le pass sanitaire. Bon, c'est peut-être pas ce qu'on aurait pu espérer quand on était au mois d'août ou au mois de septembre où tous les voyants étaient plutôt au vert. Mais dans ce contexte de reprise, ça nous permet de travailler, ça nous permet d'accueillir tous nos clients. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Qu'en est-il du masque, Mylène Agnelli ? On le porte en extérieur, on le porte uniquement dans les files d'attente ? On le porte dans les files d'attente et on le porte sur les remontées mécaniques dans lesquelles nous sommes avec d'autres personnes, c'est-à-dire les télécabines, les télésièges. Évidemment, on n'a pas besoin de le porter quand on descend les pistes, ni quand on est sur le téléski tout seul. Donc quand on se promènera aussi dans la station d'Isola, on n'aura pas besoin de porter le masque en extérieur. En extérieur, voilà, il n'y a pas besoin de porter le masque, sauf si on est dans un endroit de regroupement. Donc voilà, les files d'attente par exemple, le marché ou dans la galerie commerciale, puisqu'Isola, nous avons une galerie marchande. Là, évidemment, c'est à l'intérieur, il faudra porter le masque. Ces mesures vous inquiètent pour la saison qui s'ouvre? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un effet un petit peu contraire sur la fréquentation de la station? Non, ces mesures nous rassurent plutôt, parce que l'année dernière, on a eu vraiment beaucoup de doutes. On va ouvrir, on va pas ouvrir, on va attendre les vacances de Noël, et puis non, on va attendre les vacances de février, et puis finalement, on n'a pas ouvert, même si nous, on a été extrêmement privilégiés, puisqu'on a pu fonctionner grâce à la décision de Christian Estrosi, qui est président du syndicat mixte, et qui a décidé quand même d'ouvrir les remontées mécaniques d'Isola et d'Oron pour les licenciés et pour les sportifs de haut niveau. Donc on a pu fonctionner à minima et sauver un petit peu notre économie. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc là, si je comprends bien, ce qui vous rassure finalement, c'est d'être fixé sur votre sort, c'est de savoir Absolument. Comment les choses s'organisent. Pour autant, si la situation sanitaire venait à se dégrader encore, est-ce que vous redoutez d'autres mesures ou est-ce que vous pourriez aussi être rassuré par d'autres mesures, par exemple un couvre-feu qui permettrait de skier la journée et d'éviter les brassages le soir ? Bon, j'espère pas. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Maintenant, on verra bien les décisions qui seront prises en fonction des taux d'incidence, en fonction des taux d'occupation dans les réa, notamment, puisque c'est finalement ça qui guide les décisions politiques. Voilà. Pour l'instant, on est dans un contexte où on peut ouvrir, on peut aller au restaurant en montrant son passe sanitaire. Voilà. Alors, la crise sanitaire, elle dure depuis un moment déjà. L'an dernier, saison blanche, sans mauvais jeu de mots. Les conséquences économiques, vous les avez chiffrées pour votre station ? Elles sont importantes. Après, on a beaucoup de chance d'avoir eu, pour le coup, le gouvernement, le quoi qu'il en coûte a été vraiment appliqué. On a la très, très grande partie de nos commerçants qui ont pu être indemnisés, les restaurateurs, les hébergeurs, même s'il y a quelques trous dans la raquette. Les domaines skiables ont été indemnisés aussi. Et heureusement, c'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir ouvrir en ayant tous nos commerçants qui sont là et qui n'ont pas mis la clé sous la porte. Maintenant, il manque encore des indemnisations, notamment pour les communes,
qui, elles, n'ont pas encore été indemnisées de la part de l'État, puisqu'il y a une taxe sur les remontées mécaniques qui, normalement, est reversée aux communes. Ces sommes-là, on ne les a pas encore touchées. Donc, il y a aussi un manque à gagner pour les budgets des communes. Pour les budgets des communes. Voilà, sur le plan national. Et voilà, il y a une action au sein de l'ANMSM, justement, pour dire à Matignon... entendez-nous, on a aussi, nous aussi besoin d'être indemnisés. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les commerçants, les hôteliers à Isola, dans les stations? Est-ce qu'ils redoutent cet hiver? Est-ce que d'ailleurs, il y a eu déjà peut-être des faillites dans les stations du Mercantour? Non, il n'y a pas eu de faillite, justement parce qu'ils ont pu être indemnisés. Voilà. Donc, ils ont été sauvés. Maintenant, ils ont quand même, pour certains, des appels très récurrents de leurs banquiers. Et ils ont évidemment besoin de faire une belle saison cet hiver. Ils ne sont pas inquiets, ils sont très pressés de retrouver leurs clients. Ils ont très, très envie de travailler. Donc non, ils sont plutôt rassurés. Évidemment, on préférerait qu'il n'y ait pas de 5e vague ou qu'il n'y en ait pas eu de 4e d'ailleurs non plus et qu'il n'y en ait pas de 6e. C'est sûr qu'on le souhaiterait tous, effectivement. Sur la clientèle qui fréquente Isola, est-ce que vous avez récupéré, vous avez le sentiment que déjà vous allez récupérer au regard des taux de réservation, notamment la clientèle que vous aviez avant le Covid? Est-ce que cette clientèle aussi est la même qu'auparavant? On a une clientèle qui est à 80% constituée du bassin méditerranéen. On a une clientèle locale, on a beaucoup de copropriétaires, on a des gens qui viennent de pas très loin, on va dire de la région, essentiellement, et 20% qui viennent plutôt de Paris ou de l'étranger. Donc on a gardé cette clientèle de fidèles, et qui d'ailleurs l'année dernière est venue pratiquer d'autres activités aussi. Alors, il y a un plan montagne qui a été voté, et annoncé 650 millions d'euros pour relancer les territoires de montagne après la crise sanitaire, annoncé au printemps dernier déjà. Est-ce que les stations du département en bénéficient? Comment cette aide est distribuée? Qu'est-ce que vous en faites? C'est une aide qui est constituée donc d'un fonds qui est à la fois fourni par l'État et par la région en fait. 1 euro mis par l'État et 1 euro mis par la région. Donc il y a des appels à projets qui ont été lancés. Il y a des consultations qui doivent avoir lieu très très prochainement. Il va y avoir des projets qui vont être développés dans les stations du département aussi. Et un peu plus précisément, on sait sous quelle forme va arriver cette aide? À quoi elle va servir un peu plus précisément? C'est plutôt sur des projets d'ingénierie, sur de la construction, sur le développement durable, sur la transition des stations aussi, en termes de mobilité, mais en termes de projets sur du divertissement 4 saisons, puisque on a quand même un contexte climatique qui fait qu'il faut anticiper cette transition. Alors, ce qui nous amène à la deuxième grande question de cette émission, comment rendre les vallées davantage attractives pour y vivre à la fois, pour y travailler aussi, bien entendu. Combien il y a d'habitants aujourd'hui à Isola? En habitants à l'année, on est autour de 550, 600 habitants à l'année. Vous perdez ou vous gagnez des habitants d'année en année? Eh bien, on en a gagné grâce au Covid. C'est la question qu'on voulait vous poser. Est-ce que l'exode citadin a bénéficié aux stations aux villages de montagne comme le vôtre? Oui, absolument. Et c'est le cas aussi à Saint-Étienne, à Auron, mais à Val-de-Blore. Il y a des gens, des familles qui sont venues vivre le premier confinement dans leur résidence secondaire et qui se sont dit, mais finalement, on est quand même vraiment très bien ici. Et très souvent, ce sont des couples pour lesquels il y en a un des deux qui est en télétravail. Et donc, ils ont finalement fait le choix de s'installer dans nos vallées. Donc, on a plutôt gagné en nombre d'habitants. Le télétravail, c'est une bonne nouvelle pour les stations et les vallées. En tout cas, il y a un problème majeur pour l'activité touristique, c'est le recrutement. On a beaucoup parlé de ces recrutements de saisonniers. Est-ce qu'il y en aura assez cet hiver à Isola ou bien ça va manquer? Alors, sur le domaine skiable, on a l'ensemble de notre personnel, à Isola comme à Auron. On n'a pas été touché par un manque de personnel, en tout cas pas sur les professions qualifiées que sont par exemple les pisteurs, les mécaniciens, etc. Puisque ce sont des saisonniers qui reviennent très souvent d'année en année et qui sont fidèles. À Isola, on a une saison qui est quand même large, donc on a la chance de les fidéliser grâce à ça. C'est plus compliqué pour certains restaurateurs ou hébergeurs qui cherchent encore un plongeur, un serveur, un réceptionniste, mais on va dire, 95% de notre personnel qui a été recruté. Alors, il y a un sujet qui préoccupe certains hôteliers. Je vous propose d'écouter cette gérante d'un établissement qui se trouve à la Colmiane. Bonjour, je me prénomme Magali, je suis directrice d'un restaurant station de ski et je voulais savoir quelles solutions était-il possible d'apporter au niveau de l'hébergement pour les saisonniers venant de l'extérieur. Voilà, question sur les possibilités d'hébergement des saisonniers donc qui n'habitent pas la station. Ça, c'est une problématique aussi sur Isola? Oui, c'est une problématique sur Isola et dans toutes les stations, dans les Alpes du Sud, dans les Alpes du Nord, dans les Pyrénées, de partout.
Nous, à Isola, nous logeons 100% du personnel des domaines skiables. Déjà, voilà, il y a du logement saisonnier qui est mis à leur disposition. Mais ça reste compliqué. Je discutais encore avec des commerçants et avec des restaurateurs cette semaine. C'est compliqué pour eux de loger leur personnel parce que les loyers sont très chers. Si on loue à la saison, ce sont des prix qui sont très élevés. Et les propriétaires font majoritairement plutôt le choix de louer leur appartement à la semaine. Et les stations ne mettent jamais à disposition quelques logements pour les saisonniers, justement pour accompagner cela? Nous, c'est ce qu'on fait à Isola pour les salariés des domaines skiables. Après, on a un manque pour l'instant de logements qui est important. Donc, on ne peut pas aussi accompagner malheureusement tous les privés. Mais ce sont vraiment des projets sur lesquels il faut que nous travaillions tous ensemble. Et dans tous ces professionnels dont vous avez besoin pour assurer la saison, vous nous avez expliqué qu'il n'y avait pas trop de problématiques de recrutement chez vous pour l'instant. Mais il n'y a pas un problème aussi par rapport au pass sanitaire ou à la vaccination? Ce n'est pas quelque chose qui est revenu dans le contexte? Pas trop. On a 90% de nos salariés qui avaient déjà été vaccinés. Ensuite, hier, on a fait une campagne de vaccination sur Isola où on a vacciné 50 personnes. Alors, pas 50 personnes pour leur première dose. Certains, c'était leur deuxième ou essentiellement leur troisième dose. Mais on a parfois besoin de faire venir la vaccination jusque dans nos vallées. Mais c'est ce que fait la métropole et le département d'ailleurs. C'est-à-dire que vous allez au-devant des hôteliers, des restaurateurs et du personnel de saison directement pour leur proposer la vaccination. Oui. Alors justement, il y a une question que le directeur de la station de Colmiane vous pose au sujet de la vaccination. On va l'écouter tout de suite. Bonjour, Garin Yannick, directeur de la station de la Colmiane. Une petite question à Madame le maire Mylène Agnelli d'Isola 2000. C'est la même question que Madame Carole Servel à Val-de-Blore. Pensez-vous qu'on arriverait sur nos stations à avoir des centres de vaccination? Voilà, y aura-t-il un jour des centres de vaccination dans les stations? Alors, des centres de vaccination ouverts 7 jours sur 7, comme c'est le cas à Nice, non, il y a peu de chance. Il n'y a pas nécessité. Il n'y a pas forcément de nécessité. Maintenant, des centres mobiles qui viennent ponctuellement justement emmener la vaccination, oui, il faut le faire. Nos médecins de station le font déjà. Mais quand pourquoi même pas un régulièrement. centre de vaccination, par exemple, dans le Mercantour, au moins pendant la saison d'hiver? Mais ça se fait avec la métropole et avec le département qui se déplace. L'année dernière, le département avait envoyé des pompiers qui sont venus vacciner sans rendez-vous. La métropole fait régulièrement des séances de vaccination dans les vallées, dans la Vésubie, dans Val-de-Blore, dans la Tinée. Donc ça existe. Alors vous admettrez qu'il y a quand même globalement un souci, un problème d'accès aux soins dans l'arrière-pays. Un chiffre, il y a moins de 2% des médecins inscrits au Conseil de l'Ordre dans les Alpes-Maritimes qui sont installés dans l'arrière-pays. Comment on garantit l'accès aux soins aujourd'hui quand on vit à Isola? Eh bien, on déplace beaucoup. Ceux qui ont la chance d'être véhiculés peuvent aller, par exemple, nous à Isola 2000, sur la commune d'Isola, on a un seul médecin qui est là essentiellement l'hiver et l'été, qui n'est pas forcément là hors saison. Donc ceux qui sont véhiculés peuvent ensuite aller à Saint-Étienne, à Saint-Sauveur ou plus bas. Ceux qui n'ont pas de véhicule, c'est la mairie et c'est le CCAS qui s'occupe de les emmener chez le médecin. Et il y a assez de choses mises en place pour l'instant pour les familles, pour les personnes âgées justement, pour accéder aux médecins? Il n'y en a jamais assez, mais en tout cas, c'est un point sur lequel on travaille, autant pour les seniors que pour les familles d'ailleurs, et pour des familles qui ne sont pas véhiculées, pour lesquelles c'est compliqué. Voilà. Nous, on met à disposition nos minibus et on les emmène chez le médecin. Et vous n'auriez pas comme projet d'avoir une maison médicale, par exemple, sur votre territoire, de développer encore davantage ça? Et comment pouvez-vous, vous, maire d'une petite commune et d'une grande station, attirer à vous des soignants? On a un projet sur Isola Village, notamment d'une maison médico-sociale et qui va être aussi un projet autour des aidants. Donc c'est ce projet, mais qui prend du temps parce qu'on le construit avec une autre association et des partenaires qui sont très très importants, va nous permettre justement de pouvoir faire un petit pool médical sur la commune, ce qui sera très très appréciable. Et puis on a quand même de plus en plus de professions libérales qui nous appellent. J'étais hier avec une psychologue, mon adjoint était il y a quelques jours avec une ostéopathe qui ont envie de venir s'installer à Isola et de tourner ensemble, de mutualiser un peu leurs moyens pour accueillir les patients. Il y a parfois des petits villages, des petites communes qui mettent des offres d'emploi en place pour des médecins avec parfois des conditions extrêmement avantageuses. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez vous permettre à Isola, par exemple? Oui, c'est une solution sur laquelle on travaille, effectivement. Une solution sur laquelle vous travaillez. En tout cas, la station d'Isola va-t-elle faire peau neuve? C'est aussi un des thèmes ce soir de cette émission. Isola qui a fêté ses 50 ans cette année. Les commerçants d'Isola ont visiblement envie de regarder vers l'avenir. Et d'ailleurs, il y a un de leurs représentants qui a une question pour vous ce soir. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à Mylène. Eh bien Mylène, il m'a été demandé de te poser une question en ces temps euphoriques, car ça fait un an qu'on n'a pas skié, nous sommes tous en plein préparatif pour l'ouverture ce week-end. Et la question qu'on se pose tous, c'est quels seront les projets d'avenir et investissements sur la station d'Isola 2000?
Quels sont les grands projets pour Isola? Alors d'abord, on a des grands projets fonciers, puisque il y a eu une procédure avec l'ancien aménageur de la station qui s'est terminée en août 2020. Donc la commune d'Isola a récupéré 66 000 mètres carrés de droits à bâtir. Alors, on ne va pas construire dans tous les sens, n'importe comment, c'est vraiment pas le but. On a un outil qui est très très joli, on n'a pas envie de faire n'importe quoi et de mettre des immeubles de partout. Mais il y a une première parcelle qui a été mise à la vente et on a vraiment la volonté d'avoir des lits chauds, des lits marchands. C'est ce qui nous fait défaut à Isola. Vous allez nous expliquer ça en détail, mais parce qu'en fait, il faut expliquer que pendant 20 ans, Isola n'a pas changé de visage. En fait, il y avait un conflit. C'est ça. Il y avait un conflit qui s'est réglé devant le Conseil d'État. Même, c'était le conflit avec Bernard Ricobono, voilà, qui était l'aménageur de la station. Finalement, c'est une station qui n'a pas évolué pendant longtemps. Oui, absolument. Les différentes municipalités ont été clairement bloquées par ce conflit qui a épuisé toutes les juridictions. Jusqu'au Conseil d'État, comme vous le dites. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces barres d'immeubles pas forcément très esthétiques, dans lesquelles il y a beaucoup de résidences secondaires, qui restent souvent vides une large partie de l'année? Qu'est-ce qu'il faut faire de ces immeubles? Il y a une grande partie des propriétaires qui a entamé la rénovation de leur logement et qui louent leur logement en Airbnb, sur des sites, etc. Donc ça fonctionne très très bien. Alors elle n'est pas très esthétique cette barre d'immeubles, mais en revanche ceux qui ont pris l'habitude de venir en vacances dans ces immeubles de la galerie marchande ne changeraient pour rien au monde parce qu'ils appuient sur un bouton et ils descendent avec leurs enfants et ils sont sur les pistes, ski au pied, et c'est quand même assez exceptionnel. Et le soir, ils appuient sur un bouton et ils prennent la galerie et ils vont manger au restaurant. Donc ça va rester là. La galerie va rester, absolument, mais c'est autour que nous allons aménager de nouveaux projets. Alors, deux petites questions toujours liées au même sujet. La première, effectivement, cette barre d'immeubles que certains n'apprécient pas toujours. On a vu quand même l'évolution un petit peu avec de nombreux chalets qui sont construits. Est-ce que ça va se poursuivre? C'est des zones foncières qui sont maintenant accessibles. Et deuxième question, l'offre hôtelière. On a souvent dit aussi qu'Isola, pour gagner en notoriété, en gamme, mériterait d'avoir des hôtels supplémentaires. Est-ce que c'est prévu dans vos projets? Oui, c'est prévu dans l'UTN qui a été déposé, voilà, et qui doit être poursuivi prochainement, très prochainement, j'espère. Et voilà, c'est effectivement, on a la chance d'avoir maintenant plusieurs hôtels de plus haut niveau, dont le Druos et le Maranos, ce qui nous permet d'attirer une nouvelle clientèle. On a les chalets plein ciel aussi, qui sont vraiment des chalets haut de gamme, qui permettent d'accueillir cette clientèle-là. Mais on a aussi besoin d'avoir des résidences de tourisme plus haut de gamme que ce qu'on avait jusqu'à maintenant, on va pas se mentir, avec des équipements comme piscine, spa, etc. Alors juste l'UTN pour préciser pour nos téléspectateurs, parce qu'à mon avis, beaucoup de gens ne savent pas de quoi on parle exactement. C'est Unité touristique nouvelle, c'est ce qui regroupe, c'est un projet qui regroupe en fait le développement des lits, mais aussi de commerce, de parking, donc, etc. Donc c'est ça le vaste projet pour Isola, qui va transformer Isola dans les années à venir. Absolument. Et puis le syndicat mixte qui est évidemment... lui gère toute la partie des remontées mécaniques et qui est toujours présent pour accompagner Isola dans la transformation. On a des chiffres sur la proportion de résidences secondaires, de fameux lits froids, lits chauds? On a 3000 lits chauds à peu près sur Isola. Voilà, et on a 2500 résidences secondaires. Et alors ça, c'est ce problème des résidences secondaires, des lits froids, des appartements inoccupés, c'est le cas aussi dans les autres stations du Mercantour? C'est un problème qui se rencontre un peu partout? Partout. Dans les stations du Mercantour, mais dans tous les massifs. C'est un problème qui est récurrent. C'est pour ça que je pense que le très haut de gamme, c'est très bien. Ça nous permet d'attirer des gens. Les chalets qui sont magnifiques, qui donnent, quand on les voit à la télé, on a juste envie de s'asseoir et d'y aller. Mais pour autant, ils ne sont pas loués forcément tout le temps. Donc, ça n'amène pas des clients continuellement pour nos commerçants, pour nos restaurateurs, etc. Alors qu'une résidence avec des appartements un peu plus grands, clairement, notre clientèle n'a plus envie maintenant de se retrouver dans un 2 pièces de 20 mètres carrés à 4 avec tous les vêtements entassés, sans alors, aucun confort. Alors, pour que ce soit bien clair, dans ce grand projet pour Isola, ça va impliquer beaucoup de constructions supplémentaires? Oui, il va y avoir une phase de travaux, bien sûr, et de construction. Oui. Est-ce qu'il y a une entente avec les autres stations, les autres maires concernés par les autres stations du Mercantour et de nos montagnes, pour vous répartir un peu la clientèle? On dit souvent, on en parlait avec Céline en préparant cette émission, que pour un Niçois, on dit souvent on va à Valberg quand on a des enfants jeunes, on va à Isola quand on devient très sportif, et puis on va au Oron quand on est plus âgé. Est-ce que c'est une répartition équitable, juste? Est-ce que vous travaillez là-dessus, ou est-ce que vous cherchez chacun de votre côté à avoir vos clientèles très, très diversifiées? On a de toute façon une clientèle qui est diversifiée au départ et on a une clientèle d'habitués qui, voilà, historiquement, papy, mamie avaient un appartement à Valberg, donc on continue à aller à Valberg, etc. Et c'est vrai que c'est une station familiale qui est très sympathique, comme la Colmiane, par exemple. Bon, moi, j'ai beaucoup de copains à Oron qui sont pas si vieux que ça. Donc non, on a vraiment une clientèle qui est assez commune et puis des activités aussi l'été qui permettent d'attirer des sportifs, mais aussi des familles. Il y a déjà un calendrier défini pour
ces fameux grands travaux, accueillir des nouveaux établissements? Il y a déjà un calendrier un peu précis pour les années à venir? Là, on a mis notre première parcelle à la vente. On a reçu tous les dossiers des candidats. Donc, on va choisir, auditionner les candidats, puis choisir les candidats pour cette première parcelle en fin d'année ou en tout début d'année 2022. Alors, une autre question qui est liée évidemment à la saisonnalité, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les stations de ski, elles ont du mal à ne vivre que l'hiver. Il faut aussi penser aux mi-saisons et surtout à l'été. Comment est-ce que vous développez ces différentes activités sur Isola? Alors, on a le bike park qui s'est vraiment énormément développé à Isola depuis plusieurs années. Cet été, on a eu une deuxième remontée mécanique qui a été ouverte justement pour la clientèle de vélo, qui a été très, très appréciée, mais aussi pour les randonneurs, parce qu'ils sont très contents de pouvoir démarrer d'un petit peu plus haut plutôt que de partir d'en bas de la station. Hein. Isola, c'est quand même déjà assez haut en altitude, donc... Voilà, on a des activités l'été, on a beaucoup de partenaires à Isola, on a de la chance d'avoir beaucoup de jeunes commerçants qui ont proposé cet été de multiples activités, les quads électriques, le paintball, beaucoup de choses qui sont venues sur la station et qui fonctionnent très bien. Voilà pour Isola aujourd'hui et Isola demain. On va passer aux questions cash. Mylène Agnelli, chaque semaine à notre invité, on pose quelques questions vraiment ancrées dans l'actualité. Évidemment, aujourd'hui, l'actualité politique du jour, c'est Éric Ciotti qui est en tête du premier tour de la primaire chez les Républicains. Il est député, bien entendu, de notre département. Vous n'aviez pas pris votre carte d'adhérent pour voter? Alors, vous savez, les élus locaux, on est un petit peu... C'est compliqué. On est, on dépend de la métropole. On a Éric Ciotti et Charlange qui sont au département. Et ces deux collectivités nous aident énormément au quotidien pour tous nos projets. Et moi, j'ai plutôt envie de retenir la solidarité dont ils ont fait preuve lors de la tempête Alex, lors de la crise sanitaire, plutôt que les batailles qui peuvent avoir lieu en ce moment. Et on aime tous le même territoire. Vous ne voulez pas vous mêler de ça, en clair? Non. Mais quand même, est-ce qu'il faut... Parce qu'à un moment, parce qu'on a une couleur politique aussi quand on est un élu local, non? On peut totalement assumer de dire non, moi, j'ai pas de couleur politique, voilà, dès qu'il y a un peu des remous comme ça? Non, on peut en avoir, bien sûr. On a des relations amicales avec les uns ou avec les autres. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'a guidée pour mon engagement, c'est vraiment l'amour d'Isola et l'intérêt d'Isola. C'est pas un engagement national ou des idées politiques nationales. Mais cette guerre des chefs, désolé d'insister, mais cette guerre des chefs à droite qui concerne notre département, et vous êtes pris un peu en tenaille entre Christian Estrosi, qui est le président de la métropole à laquelle vous appartenez, et Éric Ciotti, qui est votre conseiller départemental. On en parle beaucoup de cette guerre des chefs. On a appris hier que Christian Estrosi rejoignait le parti de Édouard Philippe Horizon. C'est quelque chose, non pas qui vous échappe intellectuellement, mais sur lequel vraiment vous souhaitez rester d'une neutralité totale. Dans les montagnes, on oublie tout ça et on prend ce qu'on peut nous donner. C'est un peu ça le leitmotiv. On a besoin de tout le monde, absolument. On a besoin de tout le monde. On reste en dehors. Ça ne nous empêche pas d'avoir des amitiés avec les uns et les autres, ou les uns et les autres en fonction des élus locaux. Mais en tout cas, nous, les deux collectivités nous aident énormément au quotidien sur tous nos projets. Mais ça veut dire quoi? Que quand il y a des scrutins comme ça, qu'ils soient nationaux ou régionaux, on ne vient pas vous voir, on ne vient pas vous demander des soutiens non, ça, vous êtes totalement imperméable à cela? On nous demande, bien sûr. On nous demande très régulièrement. On nous demande de nous positionner, mais on a quand même notre liberté de parole et notre liberté de penser. On peut choisir de faire ou de ne pas faire, d'ailleurs. Avez-vous été sollicité pour un parrainage? Alors, si ce n'est pour LR, si vous n'êtes pas encarté, c'est pas le cas, mais pour la prochaine présidentielle, par l'un des candidats déclarés? Sollicité toutes les semaines par des candidats médiatisés ou pas, d'ailleurs. Quasiment toutes les semaines, les maires reçoivent des demandes de parrainage. Ouais. Vous avez attribué le vôtre? Pas du tout. Alors là, vous n'avez pas voté, on l'a bien compris pour la primaire LR, du moins c'est ce que vous nous dites ce soir sur ce plateau. Pour autant, est-ce que vous avez une réaction dont vous voulez nous faire part sur Éric Ciotti qui est en tête, qui a quand même été la surprise dans cette primaire? Je pense qu'on a de la chance dans le département d'avoir des hommes politiques, ou des femmes politiques d'ailleurs, de talent et qui ont la chance de se hisser à ce niveau national de responsabilité. C'est le cas aujourd'hui pour Éric Ciotti et je le félicite. Il a eu une brillante victoire pour ce premier tour. Mais c'était le cas aussi de Christian Estrosi quand il était ministre. C'est le cas de nombreux parlementaires qui nous défendent vraiment au quotidien sur tous nos projets. Vous parlez des femmes en politique. Vous êtes une jeune et récente élue. Est-ce que vous avez des ambitions politiques au-delà de votre commune? Pas pour l'instant, vraiment. Mon ambition, c'est Isola et les projets d'Isola. Alors, puisqu'on parle des femmes, moi, j'ai regardé les membres de l'association des maires de stations de montagne. Pas beaucoup de femmes. Hein. Mais vous êtes la seule. Il y a 8 vice-présidents et vous êtes la seule femme. Ouais. Après, il y en a quelques autres. Mais alors, vraiment, il faut les chercher, franchement. Est-ce qu'il y a un problème avec les élus C'est ce que je leur ai dit lors de la première réunion. Je leur ai dit, mais ça va pas du tout. Là, il y a un problème. Vous n'êtes qu'entre vous. Mais c'est pas une volonté de leur part. Hein. Je pense qu'on est peu de maires de stations de montagne, finalement, à être des femmes. Même si c'est pas le cas ici.
aussi dans les Alpes-Maritimes, puisqu'il y a Colette Fabron à Saint-Étienne, Carole Servel, par exemple, à Val-de-Blore. Mais sur le plan national, on est peu de femmes élues de stations de montagne, c'est vrai. Il y a eu aussi le ralliement du président de la métropole, Christian Estrosi, cette semaine au parti Horizon d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre qui a choisi Nice pour son premier grand meeting de soutien, même si c'est pas dit forcément clairement, mais de soutien à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce ralliement de Christian Estrosi ? La même chose que sa sortie des LR, ou voilà, ce sont des décisions qui lui appartiennent. Ce sont vraiment des décisions personnelles qui lui appartiennent. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Donc du coup, finalement, les élus locaux de droite, même si vous n'êtes pas encarté chez LR, vont continuer à faire le dos rond comme ça, sans forcément prendre position dans cette fracture qui s'accentue, dans ce divorce qui est de plus en plus consommé en fait. On le constate, forcément. Voilà, on le constate, c'est compliqué sur certains projets, mais pour autant, nous, ce sont des collectivités qui nous aident vraiment au quotidien. Je le répète, donc on a Et besoin. donc, ça n'a pas d'incidence en fait sur le vécu de votre village. Presque au contraire, le fait qu'il ait un peu la course à l'échalote, quelque part, vous en bénéficiez parce que chacun essaie de placer un peu ses pions et d'aider au mieux les petites collectivités, c'est un peu ça? Je ne sais pas si on en bénéficie. En tout cas, les gens au quotidien préféreraient que tout le monde s'entende et que les compétences soient additionnées plutôt que divisées, ça c'est sûr. Bon, Mylène Agnelli, pour terminer, Isola, les pistes ouvrent samedi. Alors pour terminer, ça y est, tout est prêt? Tout est prêt. Alors un petit rectificatif sur la hauteur de neige qui a été diffusée. C'est pas tout à fait 160 cm en haut des pistes et 110 en bas. On est sur 60 en haut et 40 en bas, 40-45 en bas des pistes. Voilà, on ouvre samedi effectivement et on lance le 50e anniversaire d'Isola. Voilà. Merci beaucoup pour cette rectification. Merci Mylène Agnelli d'avoir été notre invitée ce soir. Merci Christian Huot aussi d'avoir été sur le plateau d'Azur Politique. Et demain, d'ailleurs, n'oubliez pas notre journée spéciale sur BFM Nice Côte d'Azur pour l'ouverture des stations, justement. Isola, la Colmiane, les pistes vous attendent donc, vous l'aurez compris, dès ce week-end. On vous fera vivre demain le coup d'envoi de cette saison d'hiver.